Bonjour, je voudrais vous présenter l'approche sensible selon Goethe. En fait, pourquoi développer cette approche du végétal qu'on va exercer avec les plantes? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, comme on le voit avec les événements actuels, de manière peut-être encore renforcée, on a vraiment un rapport avec le monde vivant, et notre manière, là, quand on a un problème avec le vivant, en général, de régler le problème, c'est de tout détruire, d'essayer de supprimer le problème. On le voit avec la question du coronavirus, alors qu'on voit qu'il va falloir voir comment vivre avec, oui, vivre avec le vivant. On ne peut pas tuer tous les animaux non plus qui ont des virus. Donc, dans cette démarche, on peut se dire comment rencontrer une plante en tant qu'être vivant à part entière. Et observons-nous, quand on regarde les plantes, souvent on se demande à quoi elles servent. Est-ce que c'est une mauvaise herbe? Dans ce cas-là, je l'arrache. Est-ce que c'est une bonne? Dans ce cas-là, je vais la garder. Est-ce qu'elle me sert de plante médicinale? Mais très rarement, en fait, on se donne la peine d'observer la plante pour ce qu'elle est. Ça veut dire, en fait, la rencontrer, non pas comme un objet utilitaire qui va me servir, mais pour ce qu'elle est en tant que telle, de la rencontrer en tant qu'être vivant à part entière. Et ça, c'est ce que ça a essayé de développer le grand écrivain Goethe, déjà il y a 2 siècles, un peu plus même, en cherchant une méthode adaptée pour comprendre la plante en tant qu'être vivant à part entière, c'est-à-dire dans sa vie et dans son génie, qu'est-ce qu'elle exprime. C'est intéressant de découvrir qu'aujourd'hui, quelques chercheurs aussi s'intéressent à ça. Il y a un ouvrage, par exemple, qui vient de paraître d'Emmanuel Ecocha, qui parle de la vie des plantes, ou un autre, un philosophe, qui dit, tiens, il faudrait penser comme une forêt. Peut-on penser comme un arbre? Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec cette démarche sensible de Goethe, essayer de penser comme une plante, de se mettre à la place de la plante. Alors comment on s'y prend concrètement? Quelles sont les étapes de cette méthode? C'est à la fois très simple et très compliqué aussi. Alors très simple peut-être parce que l'attitude intérieure à développer, c'est celle du petit enfant. Par exemple, petit enfant qui voit comme en ce moment dans les prés des fleurs de pissenlit, il est complètement enthousiaste, il n'a pas de retenue, il va ramasser une fleur et peut-être l'amener à ses parents en disant regarde la belle fleur. C'est-à-dire qu'il est complètement ouvert et il s'émerveille en fait. Donc on pourrait dire l'attitude à développer intérieurement, c'est une attitude d'ouverture complète, d'étonnement, d'intérêt pour ce qu'on observe, pour les phénomènes, tous les phénomènes qu'on va pouvoir observer chez la plante. La difficulté, pourquoi je dis que c'est aussi à la fois difficile, c'est qu'on a l'impression de connaître beaucoup de choses, surtout si c'est une plante très banale, comme on dirait, comme le pissenlit. Donc il faut mettre de côté tout ce qu'on croit savoir, à quoi elle sert, son nom, même tout ça dans un premier temps, dans l'observation phénoménologique des phénomènes, tels que je les rencontre concrètement, je mets tout ça de côté pour m'intéresser à tout ce que mes sens vont me révéler de la plante. Et là, tout est possible, j'utilise tous les sens. C'est-à-dire la vue, bien sûr, la forme de la plante, la couleur, les différentes couleurs de la feuille, de la fleur. Je vais aller, bien sûr, chez le pissenlit, je peux sentir la fleur, je peux goûter la plante, les différentes parties, racines, feuilles, fleurs, c'est pas le même goût, c'est très intéressant. Je peux toucher, quelle est la texture de la feuille, de la fleur. Voilà, tous les sens peuvent être mis en action. Et ensuite, il faudra rassembler toutes ces observations pour, on pourrait dire, en faire une sorte d'image intérieure. Voilà, pour donner une petite esquisse rapide de la démarche. Oui, alors peut-être pour donner encore une idée un peu plus précise, on peut prendre l'exemple de 2 plantes qu'on va comparer. J'ai dit qu'il fallait observer la plante par tous les sens, mais ça permet de découvrir la plante dans son milieu naturel. C'est toujours important de la regarder dans le milieu naturel dans lequel elle pousse. Par exemple, un pissenlit, je vais constater qu'il pousse toujours dans un milieu ensoleillé.
Il ne poussera jamais à l'ombre dans la forêt, dans le sous-bois. Il poussera souvent dans des prairies plutôt riches, plutôt un peu grasses. Des prairies à vaches par exemple, hein, des prairies tassées, légèrement humides. Tout ça me donne un ensemble d'éléments importants à observer. Et ensuite, il faut que je regarde évidemment la plante au cours de l'année. Hein. Si une plante est un être vivant, ça veut dire que je vais m'intéresser à sa biographie. Donc en hiver, notre pissenlit, il était, par exemple, il avait une rosette à plat, étalée sur le sol, vraiment presque entrée dans le sol, avec ses racines pivotantes profondes. Hein. Et puis là, au début du printemps, se forme le bouton au cœur de cette rosette qu'on connaît bien parce qu'on la ramasse pour faire les salades, hein, qui sont si intéressantes en début d'année. Et ensuite, on va voir comment le pissenlit, dans sa dynamique propre, va former très rapidement un pédoncule, hein, qui porte la fleur, qui pousse la fleur vers le ciel. Et ensuite, cette fleur s'ouvre au soleil. Et si on regarde bien, on verra qu'elle se ferme en début d'après-midi ou quand il n'y a pas de lumière directe. Aujourd'hui, tous les pissenlits sont ouverts, mais s'il y avait des nuages, le ciel était couvert, il se fermerait. Et ensuite, il va à nouveau se fermer pour préparer sa sphère de graines. Vous voyez qu'on a affaire là à toute une biographie, toute une histoire, une chorégraphie presque de la plante qui révèle, qui manifeste quelque chose de sa nature par la manière dont elle s'exprime dans le temps. J'ai pris l'exemple du pissenlit, mais il y a un autre aspect que l'on voit mieux chez d'autres plantes, qui a été découvert par Goethe et par d'autres chercheurs ensuite, hein, et qui a été validé par la recherche actuelle, c'est ce qu'on appelle vraiment la métamorphose, hein, qui est évidemment le titre aussi du livre fameux de Goethe, hein, qu'il a écrit il y a 2 siècles, dans lequel il montre qu'en fait, on le voit un peu sur le pissenlit, mais on le voit mieux chez l'encolie par exemple, hein, qui montre que en fait, la plante, en s'exprimant du début de sa croissance jusqu'à la floraison, passe par une transformation de la forme de ses feuilles. Et ça, c'est très intéressant parce que la plante nous montre les étapes de sa biographie. Elle les révèle dans la forme des feuilles. Chaque feuille a une forme différente. On le voit très bien là sur les encolies qui commencent par des feuilles plutôt rondes, assez simples. Les feuilles se complexifient, deviennent beaucoup plus amples, se découpent. Et à la fin, en s'approchant finalement de la fleur, les feuilles se réduisent, il ne reste plus que des petites pointes et ensuite on a la fleur. Donc là, on a un outil, on pourrait dire, que le vivant, le végétal utilise, hein, enfin une manière de s'exprimer qui permet vraiment de révéler la vie de la plante. Et on voit des forces vivantes qui se manifestent à travers cette métamorphose, ces formes des feuilles. En faisant cette observation de la métamorphose, on dépasse vraiment l'observation de la plante comme un objet, hein, qui aurait des feuilles qui sont des capteurs solaires tous identiques. On regarde le langage des formes, et c'est ce langage des formes qui nous parle en fait des forces qui ont donné naissance aux formes. Là, on est vraiment dans ce qu'on peut appeler la démarche goethéenne, parce qu'on approche vraiment les forces qui ont donné naissance aux formes du végétal, c'est-à-dire on approche la plante, vraiment on rencontre la plante dans ce qu'elle a de vivant en elle-même, dans sa nature propre. Et à partir de ça, ensuite, avec un travail approfondi, on peut comprendre aussi les propriétés de cette plante. Non pas à partir de ses composants chimiques, mais à partir de son génie, de la manière dont elle s'exprime véritablement à travers les forces qui l'ont constituée, en fait. Et on peut parler d'observation du génie de la plante ou de l'esprit de la plante, si le terme ne fait pas peur, hein, donc la nature intérieure de la plante. Voilà pour cette esquisse.